1998, à la sortie du single Hardcore du duo de rap parisien Ideal J, dont je cite les paroles du membre star Kerry James. La fin du monde, on en voit les premiers signes. Hardcore. Deux PD qui s'embrassent en plein Paris. Hardcore. Eh bien, vous savez ce que j'en pense ? Je pense qu'il a totalement raison. Je pense que nous sommes les premiers signes de la fin. La fin d'un monde patriarcal, construite grâce à une oppression liée au genre, à l'orientation, à la race et aux croyances. C'est nous le nouveau hardcore. C'est notre façon d'aimer, d'embrasser nos âmes sœurs dans la rue qui est hardcore. C'est notre façon de déambuler en assumant tout ce que l'on porte qui est hardcore. C'est notre façon de casser les codes, ceux auxquels plus personne ne s'identifie. C'est notre façon de déconstruire tout ce qui a été construit qui est hardcore. Nous ne sommes pas les premiers signes de la fin, non, nous sommes le début d'une nouvelle ère, hardcore. Parce qu'on est le reflet de ce monde. Et si nous sommes les premiers signes de la fin, eh bien que celle-ci soit belle. Voilà la nuit plus chaude de l'année. Et ce soir les ciels est rouge, toute la ville est condamnée. Ce que je fais, ça n'existe que dans la tête de Spielberg. L'industrie me redoute comme l'intelligence artificielle, babe. Ça fait des années que je fais qu'augmenter les vitesses. Je vais les terminer vite F comme Cédric sans politesse. Et j'y croyais pas, c'est pas mon dos. Ça rien de catholique comme la mafia, triple 6 sur le dos. Ça shout mes personnes trans dans métro ligne 13. Mes gangsters qui rentrent en talon dans le 93. Je suis souriant, mais j'ai les gros, babe. On nous a élevés comme des requins dans l'eau, jet. Mais moi en première partie sur une affiche, sois sûr que le soir du concert je repars avec les têtes. Triste parce qu'à ce qui on pourra jamais percer. Parce qu'un Yaba remplira jamais percé. C'est pour toutes les larmes qu'on aura versées. Je dois toujours faire mieux, j'ai toujours été mon seul adversaire. Maman désolé, ton fils n'est pas exemplaire. Je dois détailler drogue auditive en 400 000 exemplaires, baby. C'est moi des lyriques jusque dans le sampleur. T'as aucun droit sur tes masters et c'est bien ce qui me semblait. C'est pour mes Freddy, c'est pour mes semblables, pour mes ennemis qui se régalaient en me voyant faire les 100 pas. Hardcore, c'est tout ce qu'ils ne sont pas. J'ai des potes qui font des blowjobs, des potes qui font des go-fast. Genève, comment ça va ce soir? Vous allez bien? Bébé, je connais que la vitesse. Hardcore, je me dois de les terminer vite F. Qu'est-ce qu'on aurait pas sacrifié? Remplir des arènes et des stades, voilà ce que l'objectif reste. Je vais pas attendre que mes cicatrices sèchent. Ouais, on veut des diamants partout sur la necklace. Je pourrais pas essuyer toute la tristesse, mais je veux devenir le rappeur que j'ai pas eu quand j'avais 10 berges. Je sais que vous êtes assis, mais je veux voir toutes les mains levées, s'il vous plaît. Suivez-moi. Bébé, j'ai toujours été hardcore, hardcore, hardcore. Des PD qui s'embrassent en plein Paris, c'est trop hardcore, hardcore. Hard des personnes trans qui cassent des lasques avant le pas, c'est trop hardcore, hardcore. Hard des hétéros qui me valent mais qui bougent la tête car le son est hardcore, hardcore, hardcore. Bébé, j'ai toujours été. Bébé, j'ai toujours été hardcore, 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 hardcore. Yes. Bébé, j'ai toujours été. Un maximum de bruit, s'il vous plaît, Genève, merci. Merci Dibi. Monsieur le Président du Conseil d'État, Madame la Conseillère d'État, Madame la Présidente du Grand Conseil, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le représentant permanent adjoint de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Madame la Conseillère administrative de la Ville de Genève, Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs et conseillères administratives des communes genevoises, chers membres des conseils municipaux de la Ville de Genève et des communes genevoises, Monsieur le fondateur et président d'honneur du FIFDH, cher Léo Kahneman, chers membres du conseil, chères marraines du FIFDH, et vous toutes et tous, partenaires, cinéastes, activistes, passionnés, amis, c'est un honneur de se retrouver ici pour lancer cette 24e édition du FIFDH. C'est une édition qui est marquée qui se tient dans un contexte qui est marqué par la montée de l'autoritarisme, par le durcissement, voire le mépris du droit international, et aussi par le durcissement de la répression dont les civils et plus particulièrement les personnes minorisées sont les premières victimes. C'est donc une édition que nous avons choisi de placer sous le signe des dérives contemporaines et des résistances collectives. Depuis le week-end dernier, cette édition est aussi marquée par une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Une guerre justifiée au nom de la légitime défense, mais une légitime défense dite préventive, un argument qui n'a jamais été reconnu ni par les textes du droit international, ni par la pratique. Et derrière ces justifications juridiques, politiques, stratégiques, une réalité demeure. Ce sont les civils qui payent le prix.
Certains avancent d'autres arguments. Une intervention illégale au regard du droit international pourrait, malgré tout, être jugée légitime si elle contribue à affaiblir, même indirectement, un régime responsable de graves violations des droits humains. Cet argument n'est pas nouveau. On l'a entendu en Afghanistan en 2001, en Irak en 2003 ou encore en Libye en 2011. Des guerres peut-être illégales, disait-on, mais moralement justifiées parce qu'elles promettaient de renverser des dictatures. Mais l'histoire récente nous rappelle les limites de ce raisonnement. Dans aucun de ces cas, l'intervention militaire n'a réellement apporté ni démocratie, ni justice, ni même stabilité. Et c'est là toute la difficulté. On peut et on doit dénoncer la brutalité d'un régime autoritaire, mais ça ne signifie pas pour autant que toutes les règles du droit international et humanitaire puissent être piétinées. Il en va du type d'avenir que nous souhaitons, un avenir régi par la loi du plus fort ou basé sur des principes communs. Nous espérons que cette édition saura réunir autour de l'importance de protéger les droits humains, autour des valeurs que nous souhaitons défendre et des manières de les défendre. S'engager, prendre position, se mobiliser, telle est la ligne portée, pas avec courage et créativité, par les invités de cette 24e édition. Et avant d'entrer dans les détails de cette programmation, je vais passer la parole à mon cher collègue, Guillaume Noyer. Des événements comme le FIFDH œuvrent pour mettre en lumière des situations d'urgence ou de résistance réfléchies avec une conviction. Le film est la forme d'art qui permet le plus efficacement d'approcher d'une situation et d'en ressentir toute la complexité. Ce film, associé à des éclairages de spécialistes, permet, en quelques heures, de découvrir ou d'affiner son opinion sur des problématiques nouvelles et parfois vieilles comme le monde. Mais le FIFDH ne dure que 10 jours. Et notre raison a besoin de s'ancrer, parfois plusieurs fois par jour, en ces temps de bouleversement constant. Il semble essentiel d'avoir accès à l'art pour explorer autrement le réel, mais peut-être avant tout de l'information de qualité, non partisane et non téléguidée. L'information et l'état de notre référentiel et de notre cerveau pour la comprendre et l'évaluer semblent être parmi les grands enjeux de notre temps. La démocratie, mais également les convictions sociales, semblent reposer sur ces derniers remparts de sens commun. La preuve en est, ce sont ces remparts qui sont attaqués par tous les extrêmes et les puissances en action. Par la dérégulation, par la création de contenus autogénérés, par l'intimidation des académies, par un matraquage d'annonces chocs et par des mensonges assumés. Dans ce contexte, les médias libres et le service public sont essentiels au maintien de nos têtes hors de l'eau. Les condamner, c'est nous condamner toutes et tous, et bien plus encore, condamner le libre arbitre des futures générations. Dans ce contexte, nous avons conscience tous les jours de la chance de pouvoir produire ce festival et la liberté qu'il incarne. Comme chaque année, ce festival est rendu possible par l'investissement, le savoir-faire, la mobilisation d'une équipe extraordinaire. L'éventail des compétences et des sensibilités conjuguées pour y parvenir à produire cet événement est considérable. L'intégration de l'actualité brûlante, le délitement des acquis démocratiques, mais également les imprévus opérationnels ont demandé une forte réactivité et parfois des arbitrages de dernière minute. Tout ceci aurait été impossible sans la bonne volonté et l'intelligence des personnes que vous découvrez à l'écran. Nous remercions donc notre équipe qui est épaulée par près de 60 spécialistes techniques, opérationnels et par près de 200 bénévoles qui nous ont rejoints pour donner corps à cette 24e édition. Second pilier du FIFDH, l'ensemble de nos partenaires que nous remercions ce soir. Leur choix de porter cet événement pivot à la croisée de la culture, des droits humains et parfois de la diplomatie est un choix de courage. Nous souhaitons ce soir renouveler nos remerciements à nos partenaires qui nous honorent de leur confiance, de leur générosité et de la liberté éditoriale qu'ils nous garantissent. Cette indépendance accordée est le meilleur témoin, au-delà parfois d'obédience politique, d'une conviction humaniste commune. Nous remercions tout d'abord nos partenaires institutionnels avec la Ville de Genève, le canton de Genève, le DFAE, qui renouvelle sa confiance, tout comme la Loterie allemande et l'Association des communes genevoises. Nos partenaires principaux ensuite, en premier lieu, nos 5 grands partenaires thématiques des ONG qui nous accompagnent sur cette édition, Amnesty International, Caritas Suisse, Helvetas, Médecins sans frontières et l'Organisation mondiale contre la torture. Par la suite, nos partenaires médias principaux, Le Temps, la SSR, la RTS, accompagnés de plusieurs grands acteurs ou fondations qui soutiennent parfois le FIFDH pour son projet général et parfois des pans plus spécifiques de sa programmation. Nos partenaires associés, qui soit par leurs ressources, soit leur expertise, nous permettent de mettre en place des programmes plus riches et plus pertinents. Nos partenaires médias, qui permettent de faire rayonner les appels des activistes et des cinéastes de passage au FIFDH en Suisse et à l'international.
nos partenaires académiques qui nous font bénéficier de leurs connaissances et de leur réseau, nos partenaires culturels qui ajoutent une synergie au dialogue entre les acteurs engagés. Mais également nos communes partenaires qui accueillent le festival au mois de mars, mais également tout au long de l'année, durant des projections de films et des rencontres curatées par le FIFDH. Et enfin, nos prestataires, partenaires, qui par leur fiabilité, leur bienveillance et leur souplesse de dernière minute aujourd'hui encore, nous accompagnent dans la production de ce festival hors du commun. Il nous tient à cœur de rappeler combien l'ensemble de ces partenaires est essentiel pour ce qui nous attend et combien chacun d'entre eux incarne des liens de confiance profondément humains. Nous les remercions sincèrement, à l'image des mécènes et des donateurs privés qui ont choisi de soutenir le FIFDH, parfois depuis de nombreuses années. Merci également à notre conseil de fondation pour leur disponibilité, leurs conseils et leur soutien. Et je laisse maintenant ma chère codirectrice Laura Longobardi vous présenter les points forts de ce programme, du programme de cette année. Merci. Merci Guillaume et bonsoir tout le monde. Eh bien, c'est dans ce contexte que mes collègues ont déjà très bien décrit. Au FIFDH, nous avons traversé ces derniers mois en répondant à l'angoisse de l'actualité comme nous l'avons toujours fait, en cherchant des films, des approches thématiques et des voix engagées, capables par leur regard, leur engagement et leur lutte, d'éclairer la complexité du moment. Pour élaborer cette programmation, nous avons porté notre regard sur des figures et des conflits omniprésents dans le paysage médiatique, mais dont la surexposition a parfois effacé l'humanité, l'espoir et les combats qui se cachent derrière les chiffres et la polarisation des discours. En parallèle, nous avons tenu à faire une place essentielle aux combats plus discrets, individuels ou collectifs, tout aussi nécessaires et porteurs de sens. Cette diversité de perspectives traverse l'ensemble de notre programmation, à partir de nos 3 compétitions principales de films. Pour commencer, la compétition de documentaire de création réunit 9 films aux démarches formelles exigeantes, qui nous entraînent du Bangladesh, qui est en première ligne dans la crise climatique, à la Pologne, observée à hauteur de rue par un cinéaste d'origine indienne, jusqu'au Pérou, où un jeune père tente de préserver la langue de ses ancêtres tout en renforçant le lien avec son fils. Elle donne aussi la voix aux luttes des femmes en République dominicaine, où l'avortement est interdit et criminalisé dans toutes circonstances, ou encore au combat de la justice des survivantes d'abus sexuels commis dans le cadre de l'Église en Argentine. Je vous propose donc de découvrir le trailer des 9 films en compétition documentaire de création, avec le trailer ici. Sera appelé à attribuer le Grand Prix de Genève et le prix Gilda Vieira de Mello, un jury international qui cette année est composé par Zed Nelson, qui est photographe et cinéaste et qui signe aussi les magnifiques affiches du festival de cette année, Sarah Schulman, autrice et dramaturge étanusienne, et Diodo Amani, réalisateur de documentaires congolais. On passe maintenant à la compétition internationale de films de fiction, qui réunit 8 œuvres d'une grande exigence et variété artistique. Cette année, ce sont des films majoritairement portés par des femmes qui proposent un regard à la fois intime et poétique sur des récits forts de résistance, d'amour, d'espoir et de lutte, à travers de nombreux pays et des différentes époques. Nous allons retrouver la détermination à s'aimer librement, que ce soit en Europe ou en Iran,
ainsi que le parcours d'une jeune femme qui élabore ses propres formes de résistance à la répression violente des manifestations dans les rues à Caracas. La sélection accorde aussi une place à la tragédie largement ignorée des Rohingyas, racontée à hauteur d'enfants, contraints de fuir vers la Malaisie. Enfin, d'autres films interrogent l'histoire et ses héritages persistants en s'intéressant notamment à la Palestine et à l'Afrique du Sud. Malgré la diversité des styles et des formes, ces œuvres montrent comment le vieux système d'oppression continue encore à marquer le monde contemporain. Je vous invite maintenant à découvrir la totalité de cette magnifique sélection avec le trailer de notre compétition de films de fiction. On va se marier. think they care about the body? I care about the body. Le jury de cette compétition cette année est composé de Jenny Bilter, programmatrice du cinéma Kinoxenix à Zurich, Adania Shibli, autrice palestinienne, et Lee Grapp, réalisateur, et Thierry Opikofer, représentant de la Fondation Barbour, qui offre le Grand Prix de fiction. Enfin, avec la compétition Focus, nous avons choisi de mettre l'engagement au premier plan. Celui des protagonistes, mais aussi celui des cinéastes, qui prennent position, qui regardent le monde en face et refusent l'indifférence. Les 12 films que nous présentons cette année dessinent un parcours à travers des luttes contemporaines, locales par leur contexte, mais universelles par les questions qu'elles soulèvent. La justice, la dignité et les droits humains. Dans cette sélection, nous partirons à la rencontre des dockers du port de Gênes, dont le combat contre le transport d'armes interroge directement notre responsabilité collective face à la violence et à l'économie de la guerre. Nous nous rendrons aussi dans la banlieue parisienne, où des jeunes s'organisent, débattent et inventent des formes de démocratie locale, affirmant la force du collectif face aux logiques d'exclusion. Nous irons aussi en Chine, avec un film qui brise le silence pour révéler l'horreur des camps d'internement des Ouïghours. Aussi qu'en Australie, où la lutte d'une communauté indigène pour ces terres est également un combat pour le droit à la santé et à la préservation de l'environnement. Cette programmation affronte aussi l'un des angles morts les plus criants de notre époque, l'échec du droit international. À Gaza, en suivant le travail de Francesca Albanese, nous allons questionner l'incapacité des institutions internationales à protéger les populations civiles. Cette programmation nous conduira également en Ukraine, où des survivantes d'abus sexuels liés à l'invasion russe livrent des témoignages bouleversants, rappelant que les corps des femmes restent partout des champs de bataille. À travers ces films, avec la compétition Focus, mais aussi le reste de notre programmation, on affirme une conviction. Le cinéma peut encore être un espace de résistance, de transmission et de mise en partage, capable de rendre visibles les luttes, de nommer les violences et d'ouvrir des horizons de solidarité. Je vous laisse maintenant découvrir les 12 films qui sont dans la compétition Focus. If she could fart glitter, she would. And basic human rights, I'm really excited about those. Basic human rights? Le governo! Ai governi! Oh, t'es un game changer, tu changes le bail. Aspire à mieux, frère. On aspire à de plus grandes choses. Let's get down to business. Organize yourself, learn how to fight. We need to tell the truth now. It's in urgency. What about the people of Gaza? Who is fatigued? Rigoler, c'est une manière d'oublier.
Moi, je veux avancer malgré tout ce que j'ai vécu. Encontramos al hijo de Cristina Navajas y Julio Santos. To find a way to end war. Ces films donc vont concourir pour le prix Vision for Human Rights, qui sera décerné par un jury composé par des membres d'organisations actives dans les domaines des droits humains, du développement et de l'environnement. Les voici derrière moi. Ils et elles représentent les organisations suivantes: Amnesty International, International Service for Human Rights, Helvetas, EPER et la Convention de Ramsar sur les zones humides. J'aimerais aussi remercier tous les membres de tous les jurys de nos 3 compétitions principales qui sont ici dans la salle et qui vont prendre le temps pendant ce week-end, ce long week-end, de regarder tous ces films. Un grand merci. Pour conclure, nous avons aussi plusieurs films qui sont hors compétition et qui sont souvent ou en ouverture de forum ou destinés à des publics plus jeunes, ou encore un magnifique film de fiction qui suivra la cérémonie de clôture samedi prochain. Nous proposons aussi depuis l'année dernière une série de courts-métrages, et ça pour un total cette année de 54 films qui sont présentés pour cette 24e édition du FIFDH. Et je laisse maintenant Laïla continuer sur la programmation du forum. Merci. Merci Laura. Merci Laura. Voilà. Donc, selon une étude publiée en 2025, pour la première fois depuis plus de 20 ans, le monde compte plus d'autocratie que de démocratie. Un premier axe est alors imposé lors de la programmation de ce forum, celui des dérives autoritaires. Et on ne peut pas parler des dérives autoritaires sans parler des États-Unis, où, depuis son entrée en fonction, le président Trump, par une avalanche de décrets, a démantelé les institutions clés, légitimé la persécution des personnes migrantes et déploie une politique extérieure impérialiste et agressive. En Europe aussi, l'espace politique se fracture et on assiste à la normalisation de discours de haine, portés souvent par des forces populistes et d'extrême droite. 2 forums viendront aborder ces enjeux. Le premier, sur la résurgence des dynamiques fascistes en Europe et les moyens d'y résister. Le second, sur le réarmement de l'Union européenne et la cohérence de sa politique extérieure. Nous l'avons mentionné, les groupes et les personnes minorisées sont souvent les premières victimes de ces gouvernements autoritaires. C'est pourquoi il est essentiel au festival de témoigner notre soutien et de manifester notre solidarité. Dans ce cadre, on parlera notamment des offensives contre les personnes transgenres qui se multiplient aux États-Unis et dont le Kansas est un exemple frappant. En effet, le 26 février 2026, cet État est devenu le premier à invalider rétrospectivement les pièces d'identité des personnes transgenres. C'est un rappel que les droits des personnes LGBTIQ+, mais aussi des personnes minorisées de manière générale, ne sont ni linéaires ni définitivement acquis. Ensuite, avec un focus sur l'Europe et sur la Suisse, nous aborderons la question des violences policières et de la justice raciale, en partant des traditions de résistance noire, qui sont à la source de commissions d'enquête indépendantes, qui viennent en compléter lorsque la justice faillit à sa mission. À l'échelle mondiale, que ce soit de l'Iran à la Chine, en passant par l'Argentine, la RDC ou encore le Soudan, des mêmes dynamiques s'imposent. Militarisation, exploitation, répression, restriction des libertés. Tout ce tas d'enjeux, ce seront des régions qui seront également examinées par le forum de cette édition. Ces dynamiques s'inscrivent dans un cadre plus large, celui des dérives de l'ordre international, ou plutôt de l'érosion d'un ordre international et de la remise en cause croissante de ses principes. Dans cette perspective, 2 autres discussions aborderont plus spécifiquement la crise du multilatéralisme, l'un sur la privatisation de l'aide au développement et l'autre sur l'avenir même de la Genève internationale. Enfin, face à ce qui semble être une espèce de chaos organisé, la sidération n'est pas une option. En effet, alors que ces mouvements et que ces gouvernements autoritaires progressent, les mouvements de résistance, eux aussi, se multiplient, se réinventent, se consolident, se renforcent. Ils se déploient sous différentes formes de résistance, qu'elles soient artistiques, culturelles, citoyennes, collectives. Aussi, une série de forums viendront mettre en lumière les manières dont là où les résistances s'organisent. Voilà, donc ça, c'était un petit aperçu du programme qui est très dense et qui est très varié. Donc ce programme, c'est le fruit d'un travail collectif. Il est pensé comme un espace pour réfléchir ensemble au monde que nous souhaitons, au monde dans lequel nous voulons vivre. Parce que les droits humains ne sont pas une évidence. Ils existent et continueront d'exister si on continue de les défendre. Et voilà. C'est bon.
Vous l'avez découvert en début de cérémonie. Nous sommes heureuses d'accueillir ce soir DB, artiste complet, styliste, producteur, esthète, mais surtout excellent rappeur. Il gagne en 2019 un tournoi de renom devant 40 autres prétendants, puis rapidement propose une révolution dans le hip-hop francophone. Faire son coming out et s'imposer comme rappeur queer avec style et talent. Pour son deuxième morceau, il revient avec nous sur un de ses textes emblématiques de 2021 qui aura chamboulé les codes du rap suisse et européen, Arc-en-Ciel. Quand on prend possession de sa sexualité, souvent ce qui se passe quand on est de la communauté LGBT, c'est qu'on doit laisser de côté tout le hood. Parce que prendre possession de sa sexualité, c'est quelque chose de très féminin. Et pour faire partie du hood, il faut être fort. J'écris ces mots conscient que certains lascars me détesteront, car porter ses couilles, être un homme un vrai, voilà ce que c'est que le rap. Lève un drapeau coloré en espérant qu'un jour mariage ne signifiera plus homme et femme, mais amour et amour. J'ai beau être à la recherche d'un bonheur pur, la science dit que je suis malade et les croyants disent que je suis contre la nature. La Bible dit que Dieu a dit que je méritais la mort, car j'ai décidé de vivre en suivant mon cœur, mais on me juge à tort. Pourquoi moi et pas un autre? Pourquoi suis-je différent? Pourquoi ne suis-je pas comme les autres? Voilà les mots qui rôderaient les couloirs d'un esprit d'adolescent. Bouche cousue car c'est une catastrophe si toute l'école le sait. Pédale, tarlouse, ta fiole, pédé, fiotte, tapette. Des mots tabous, des insultes plus gratuites que le 20 minutes. Personne n'en saura rien car savoir est une arme. Je parle à Dieu tous les soirs car d'après mon père, prier peut soigner nos âmes. Mais soigner quoi? Ce n'est que de l'amour au final. Il n'y a que la haine qui est maladive, laissant nos âmes en phase terminale. Aussi différent que l'on soit, autant qu'on s'accepte. Jour de pluie et beau temps s'associent pour faire des arcs-en-ciel. Hey, pour faire des arcs-en-ciel. Faire des arcs-en-ciel. Yeah. Comment tu réagirais si tes enfants ils étaient homosexuels? Moi, admettons, j'ai une fille plus tard, admettons, elle me dit papa, je suis lesbienne, je vais dire ok, est-ce que t'es heureuse? C'est ça la vraie question. Moi, le truc qui me ferait péter les plombs, c'est apprendre que j'ai un enfant homophobe. Parce que je me dis, c'est peut-être moi qui aurais merdé. J'ai souvent dû être muet. Mon père me disait que Jésus allait revenir sur terre, éliminer lesbiennes et homosexuels. Car d'après lui, c'est contre la volonté de Dieu. Nous sommes sur terre pour nous multiplier. Logiquement, c'est ce que le ciel veut. Des théories à en tomber par terre. Pour lui c'est péché à croire qu'il oublie toutes les fois où il a trompé ma mère. Jamais il n'écoutera ce son, jamais il comprendra. Il se contenterait de me tuer s'il voyait un homme dans mes beaux draps. Être un bonhomme ou être soi-même, entre vivre ou se donner la mort. Seul Dieu peut me juger, Tupac l'a dit haut et fort. J'ai vu des flingues en forme de cœur, car aimer est un crime. La vie ne fait pas le moine, y'a des homophobes qui portent des skinny jeans. Je veux pas qu'on mate comme si j'avais la peste. Je suis trop ok pour faire du rap, mais j'écoute trop de Griselda pour me taper des mecs. J'ai jamais su qui j'étais jusqu'aujourd'hui. David, je t'ai embrassé, depuis j'embrasse ma vie. Pour la première fois de ma vie. Habille-toi comme tu veux. Ressors ton fard à paupières et ton vernis si tu veux. Écoute pas les ragots qui pleuvent. Porte une jupe si tu veux. Et si ton pote te parle plus, c'est sûrement parce que tu la portes bien mieux que sa meuf. Et toi là-bas, oui toi qui fais le mec bien street crow. Arrête de dire que t'encules des rappeurs dans tes clips crow. Deux hommes qui s'embrassent à tes goûts, tu penses ça? Moi je pense juste, tu dirais pas la même si t'avais déjà joué de la prostate. Je peux voir toutes les mains en l'air ou quoi? On est ensemble? Suivez-moi, yeah! On avait que dalle, mais on était sauvés, sans haine et sans jugement. Yes! Le ciel veut pas que nous on se crève. Pourquoi dessine-t-il des arcs-en-ciel? Pourquoi dessine-t-il des arcs-en-ciel? Pourquoi dessine-t-il des arcs-en-ciel? Oh, oh. Pourquoi dessine-t-il des arcs-en-ciel? On avait que dalle, mais on était sourds et on sans haine et sans jugement. Le ciel veut pas de nous, on se crève. Pourquoi dessine-t-il des arcs-en-ciel? Pourquoi dessine-t-il des arcs-en-ciel? Pourquoi dessine-t-il des arcs-en-ciel? Oh, oh. Une dernière fois, c'est le dernier refrain. Une dernière fois, suivez-moi. Yes, merci le FIFDH. Mais on était sourds et on sans haine et sans jugement. Le ciel veut pas de nous, on se crève. Pourquoi dessine-t-il des arcs-en-ciel? Pourquoi dessine-t-il des arcs-en-ciel?
Pourquoi dessine-t-il des arcs-en-ciel? Oh, oh. Pourquoi dessine-t-il des arcs-en-ciel? Merci, n'oubliez jamais d'être vous-même. Passez une excellente soirée. Merci beaucoup, Dibi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette salle s'animer autant. C'était super. Et maintenant, j'ai le grand plaisir de donner la parole à Joëlle Bertossa, conseillère administrative pour la culture et la transition numérique, qui prend la parole officiellement pour la première fois au FIFDH dans cette fonction, mais qui a une vieille connaissance du festival pour avoir déjà présenté des films multiprimés qu'elle avait produits ou coproduits dans son ancienne vie de productrice de magnifiques films. Merci Joëlle. Alors, je vais suivre au mot les paroles de ce magnifique rappeur qui a dit qu'il fallait rester soi-même. Je vais donc commencer par la fin. Je voulais dire en effet que j'ai eu l'immense honneur et la joie de venir ici non seulement une fois en tant que membre du jury avec Eric Cantona, et puis également de présenter des films. Et je dois dire que pour moi, la forme est toujours aussi importante que le fond. Et la manière dont ce festival accueille ses invités et ses invités est très précieux. Et je remercie pour cela toute l'équipe qui, depuis des années, franchement, accueille avec dignité. Et puis, 120 mots, les personnes qui viennent montrer ces merveilleux films. Donc, merci à vous. Beau travail, comme dirait Claire Denis. Si un film à lui seul ne peut changer le monde, il possède pourtant un pouvoir immense. Celui de rendre visible ce qu'on ignore ou ce que l'on préfère ignorer. Il donne un visage, une voix, une émotion à des réalités trop souvent réduites à des chiffres, à des statistiques, à des abstractions. Le cinéma a cette puissance de fissurer nos certitudes. Il fait naître le doute là où régnait l'indifférence. Il ouvre surtout, et ça, le FIFDH, je pense, l'incarne parfaitement, un lieu pour débattre, pour s'indigner, pour réfléchir, mais finalement pour agir. Aujourd'hui, vendredi 6 mars, notre monde semble différent de celui d'il y a une semaine, et puis j'ai rajouté, ou même du monde d'hier. Les équilibres vacillent, ça a été dit, les tensions s'exacerbent, les repères se brouillent. Tout va vite, très vite, trop vite, alors que le cinéma, lui, est patience et durabilité. Notre pouvoir d'action en tant que spectatrice, en tant que citoyenne, réside dans notre capacité à penser, à questionner, à préparer l'avenir. Nous avons cette responsabilité de ne pas rester figés et de susciter le débat. Grâce à un travail d'une grande rigueur et d'une profonde exigence, l'équipe du FIFDH ouvre, année après année, des fenêtres sur le monde et sur la complexité de notre époque et permet justement cet espace d'introspection et de réflexion. Alors que plus d'une centaine de conflits armés sont en cours, que la crise climatique provoque catastrophes et déplacements forcés, que les droits des femmes sont encore bafoués, que des peuples sont réduits au silence par des répressions sanglantes et que des journalistes risquent leur vie pour témoigner, le FIFDH joue un rôle plus indispensable que jamais. Dans ce tumulte, il nous rappelle ce qui nous unit. Il nous parle d'humanité, de dignité, de solidarité. Face au bouleversement que traverse notre monde, les mots nous manquent parfois, mais il nous reste l'essentiel, la parole et la création artistique. Alors utilisons-les pour débattre, je l'ai dit, pour confronter nos idées, pour inventer des formes nouvelles de résistance et surtout d'action collective. Dans ce contexte, la ville de Genève s'affirme comme un lieu essentiel du dialogue et du débat. J'aimerais saluer d'ailleurs la présence ce soir de Monsieur le maire Alfonso Gomez et de la conseillère administrative Marie Barbet-Chapuis. Qui prouve, s'il le fallait, que Genève défend et défendra toujours, en tout cas tant que nous serons là, les trois, les espaces d'échange et les voix minoritaires.
En mettant en lumière des initiatives concrètes, utiles, indispensables au vivre ensemble et au renforcement de nos démocraties, le FIFDH nous rappelle une exigence fondamentale, celle d'être irréprochable dans nos engagements publics comme dans nos décisions individuelles. Car si le cinéma ne remplace pas l'action, il peut en être l'étincelle. Merci à vous tous et surtout bon festival. C'était pas la bonne feuille, pardon. Merci pour ces mots, Madame la conseillère administrative, chère Joëlle Berthosa. Le FIFDH est au carrefour où se rencontrent le cinéma, la culture, les grandes luttes pour les droits humains, la justice sociale et l'engagement citoyen. Année après année, nous faisons vivre un espace de dialogue où ces forces se croisent, se répondent et contribuent à éveiller les consciences. C'est donc un réel honneur d'accueillir ce soir un conseiller d'État dont l'action vise à renforcer la cohésion sociale et à lutter contre les discriminations et les inégalités. De plus, son engagement en faveur de la culture témoigne bien entendu de son attachement aux valeurs que nous défendons ici. Et Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir chaleureusement Thierry Apotello. Nous passons notre temps à guetter des signaux qui nous annonceraient la venue du pire. Mais le pire est déjà là. Dans une interview au journal Le Temps, l'auteur italien Antonio Scuratti avait ainsi parlé du populisme qui ronge nos démocraties. La montée de l'autoritarisme aux États-Unis comme en Europe est réelle. Les dérives qui en naissent par la banalisation des discours néofascistes sont au cœur du FIFDH cette année. Là où les libertés fondamentales reculent drastiquement, ce sont les minorités qui sont particulièrement ciblées par des violences policières, par une justice raciale, par des offensives conservatrices. Nous ne devons pas nous méprendre sur ce qu'est la liberté, disait Eleanor Roosevelt, qui fut notamment première dame des États-Unis, mais la première présidente de la Commission des droits de l'homme des Nations unies. Les droits fondamentaux sont simples et faciles à comprendre. La liberté d'expression et la liberté de la presse, la liberté de la religion et du culte, la liberté de réunion et du droit de pétition, le droit humain à la sécurité dans son domicile et être libre des perquisitions et saisies abusives, d'arrestations et de sanctions arbitraires. Elle les a partagées à la Sorbonne, à Paris, le 28 septembre 1948. Le titre de son allocution, « La lutte pour les droits humains ». Quelques mois plus tard, le 10 décembre 1948, sur les ruines encore fumantes de la Seconde Guerre mondiale, les Nations unies ont fait une promesse. Elles ont adopté la Déclaration universelle des droits humains. C'est un héritage majeur du XXe siècle. Nous voici en 2026 et la lutte continue à travers le monde entier. Ainsi, l'histoire de Madame Z, qui est victime d'incidents racistes récurrents sur son lieu de travail. Son employeur ne fait rien pour y remédier. Sa responsable d'équipe a même envoyé un message SMS troublant à 2 collaborateurs. Elle y profère des menaces de violence et des insultes grossières, racistes, à l'égard de Madame Z. Informé de ce message, l'employeur ne répond pas. Il ne soutient pas Madame Z. Finalement, il résilie même son contrat de travail. Ainsi, l'histoire encore d'une enseignante inquiète qui constate un harcèlement et des incidents à caractère raciste dont est victime un élève. Des croix gammées
auraient été gravés sur son pupitre. Mais où ont lieu ces incidents ? Ils n'ont pas lieu aux États-Unis, en France ou en Italie, non. Ils ont lieu ici, en Suisse. Oui, mesdames et messieurs, ils font partie des incidents recensés en 2024 par les centres de conseil pour les victimes de racisme. Nous disons souvent que la démocratie ne vit pas par l'imposition de la majorité, mais par la protection des minorités. Or ici aussi, le racisme est une réalité. Il rampe. Il se manifeste par des attaques physiques, verbales, psychologiques, par des mises à l'écart, par des difficultés d'accès à l'emploi, au logement, à la justice, par un profilage racial inacceptable. Ici aussi, des personnes sont discriminées en raison de leur couleur de peau, de leur origine, de leur religion, de leur sexualité, de leur sexe. En faisons-nous assez pour les protéger ? Les protéger, c'est notre devoir, car c'est aussi protéger notre démocratie. Mesdames et messieurs, depuis 2003, le FIFDH s'engage pour le cinéma et le respect des droits humains. Chaque année, par des films, des discussions, des forums, ils mettent en lumière les combats, ils dénoncent les violations. C'est un cinéma important, en ce sens qu'il sensibilise à l'importance de se mettre dans la peau de l'autre, à la nécessité de penser au-delà de sa bulle personnelle, de son quartier, de son pays. Il sensibilise à la dangerosité du nationalisme, à la nécessité absolue de penser au-delà de sa propre religion, de ses propres croyances et de ses propres convictions. Il sensibilise aussi au danger de l'unilatéralisme et des politiques de puissance autoritaire. L'ordre international de ces dernières années est plus que jamais remis en question. Quant au multilatéralisme, il se trouve plus que jamais sous pression. Notre monde est polarisé, marqué par une multiplication des crises et surtout un désengagement des États du système multilatéral. À l'heure où les Nations Unies deviennent nations désunies, il nous revient plus que jamais d'affirmer la vocation essentielle de Genève comme centre de dialogue, de paix et de coopération mondiale. L'esprit de Genève, ce sont ces valeurs d'humanisme, la promotion du dialogue, la défense des droits humains, l'engagement humanitaire, ces valeurs mêmes que porte Genève dans le monde entier. Ces valeurs que porte aussi le FIFDH dans son action. Le cinéma, cela a été dit, est un art qui ouvre des portes, qui bâtit des ponts entre les peuples, les cultures, les humains. À mon tour de remercier très chaleureusement l'ensemble de l'équipe du festival, du conseil de fondation, pour son formidable engagement. Et à vous, public, je vous souhaite une magnifique édition 2026 de prise de conscience et d'engagement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Apotello. Voilà, nous arrivons gentiment au terme de la partie officielle de cette soirée. Et on l'a entendu, les droits humains sont attaqués de toutes parts. Dans ce contexte, créer des alliances, travailler en réseau est essentiel. Et c'est dans cette perspective que nous avons aussi au FIFDH renforcé notre partenariat avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Et ce soir, j'ai l'immense honneur d'accueillir le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur Volker Türk. C'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous et d'être ici au commencement de ce festival qui est vraiment un moment très important dans tout ce que nous faisons dans le contexte des Nations Unies en faveur des droits humains, mais aussi c'est un symbole de la ville de Genève et c'est justement cet esprit de Genève dont vous avez parlé, c'est ce moment important pour la ville, pour la promotion de la paix et des droits humains, et ces deux causes tiennent à cœur à la ville de Genève.
Depuis près de 25 ans, ce festival se tient en même temps que les discussions de haut niveau du Conseil des droits de l'homme qui ont eu lieu la semaine passée. C'est toujours un moment très important parce qu'on a beaucoup de dignitaires qui viennent à Genève, qui font leur discours, et on a quand même un soutien important de la part des États membres. Mais c'est vrai aussi que ce que moi j'observe, c'est un peu un dilemme ou une tension entre les discours qu'on entend et la réalité qui se passe dans le monde entier. Et justement, c'est très important d'utiliser tous les moyens de promouvoir une vue des choses qui est beaucoup plus, qui nous rapproche de la réalité des choses. Et je pense justement un festival comme celui d'ici est extrêmement important pour qu'on montre, pour qu'on puisse voir les réalités telles qu'elles se présentent dans le monde entier. La situation mondiale des droits humains actuelle est alarmante. Le nombre de victimes des violations des droits humains continue à augmenter. Et malheureusement, on observe chaque jour, la puissance militaire est de nouveau à la mode. Quelquefois, ça me rappelle de la pensée du 19e siècle, ou même avant. La menace et le recours à la force pour résoudre des conflits deviennent de plus en plus fréquents et aussi normalisés. Et nous le constatons maintenant, par exemple avec l'attaque israélienne et américaine contre l'Iran le week-end dernier, et la riposte iranienne ont déclenché des hostilités qui touchent au moins 12 États et des millions de civils actuellement. Et je suis surtout très préoccupé aussi avec la situation au Liban. Aujourd'hui, on a plus de 60 conflits armés dans le monde, presque le double du nombre depuis 2010. Et ce qu'on observe, c'est les lois de la guerre qui sont brutalement violées et pratiquement sans aucune responsabilité. Il y a l'impunité qui règne beaucoup trop. En fait, il y a un mépris total pour la vie humaine. Du Soudan à l'Ukraine, en passant par le territoire palestinien occupé, les civils sont bombardés, ils ont froid, ils ont faim, et il y a aussi ce phénomène de déshumanisation partout. Et quelquefois, les jeunes se demandent, et je vois ça aussi en Europe, où ils pourraient vivre si une troisième guerre mondiale éclatait. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'endroit qui est sûr. En fait, aucun pays n'est à l'abri. On est tous affectés si la loi, si l'état de droit, si le droit international est bafoué. Et si on laisse la force prendre le dessus. Dans certains pays, et vous l'avez aussi mentionné, on observe aussi une tendance croissante de l'autocratie. Et ce qu'on voit, c'est le dirigeant, souvent, suivent le même schéma, le même scénario. D'abord, ils étouffent l'espace civique. Et souvent, ils font ça avec des législations. Ils harcèlent et ils tuent, ils mettent en détention les défenseurs des droits humains et les journalistes surtout. Et ceux qui s'opposent à eux sont traités de terroristes ou d'agents d'étrangers. Ils font des migrants et des minorités des boucs émissaires pour détourner l'attention. En fait, moi, j'appelle ça la politique de distraction. Parce que pour distraire, ils trouvent les boucs émissaires et c'est surtout les migrants, les réfugiés, les minorités et les personnes vulnérables. Il y a 10 ans, une attaque contre un hôpital avait suscité l'indignation mondiale. Aujourd'hui, il y a en moyenne 10 attaques par jour contre les établissements de santé. Et ce que j'observe, qu'on devient de plus en plus habitué à la souffrance, et évidemment, c'est quelque chose de très dangereux. Alors, c'est très important de résister à cette indifférence par la compassion,
par la sagesse et par la solidarité. Les autoritaires essaient de persuader les gens, les populations, qu'ils sont impuissants. Mais les droits humains nous rappellent que ce n'est absolument pas le cas. Et c'est souvent à cause de cela que les droits humains sont attaqués par eux. Alors les festivals comme celui-ci refocalisent notre attention sur notre humanité commune, notre compassion et le principe de l'égalité, mais aussi ce principe de la solidarité. Et ce sont des valeurs qui nous unissent. Les films qui sont présentés ici viennent du monde entier. Ils montrent que les droits humains ne sont pas seulement des concepts juridiques ou des concepts abstraits, ils sont des réalités que nous vivons. Ils représentent la même chose pour nous tous, peu importe notre identité et l'endroit où l'on vit. L'art, et spécialement le cinéma, est un moyen très puissant pour raconter des histoires liées aux droits humains. Un film donne un visage réel aux chiffres et aux gros titres et il éveille nos émotions. Le cinéma sensibilise, il suscite notre empathie et provoque la réflexion. En fait, pour moi, les artistes créent des films et qui créent des films sont également des défenseurs des droits humains. Parce qu'ils préservent le témoignage, ils font pression, ils plaident en faveur du changement et ils nous incitent à s'unir pour défendre nos droits. Et parfois, on le sait bien, ils risquent même leur vie pour le faire. Alors, les artistes, les cinéastes jouent un rôle essentiel pour les droits humains. Ils donnent une voix à la majorité silencieuse qui lutte chaque jour pour un monde plus juste, plus pacifique et plus compatissant. Et on va lancer nous-mêmes, à cause de la situation mondiale, une alliance en faveur des droits humains. Et je compte vraiment sur vous tous et toutes d'être avec nous pour faire une résistance à ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et je peux vous dire aussi, je suis toujours très encouragé par mes interactions, surtout avec les jeunes, partout dans le monde, qui luttent pour les libertés, pour l'émancipation et qui luttent contre ce phénomène qu'on voit aujourd'hui, qui est beaucoup plus militarisé et trop loin de ce qu'on a besoin dans ce monde aujourd'hui. Alors, je vous félicite vraiment de tout mon cœur, tout le bon pour ce festival, mais aussi pour l'année que vous faites. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Haut-Commissaire, pour cet éclairage sur la situation des droits humains dans le monde, qu'on sait ne pas être très joyeuse, mais aussi merci pour nous rappeler la puissance et la capacité de l'art, et notamment de l'art cinématographique, de résister à cette situation et de résister pour défendre justement les droits qui sont bafoués de tous les côtés. Et c'est justement le moment de passer la parole ou même la vision au cinéma. C'est le moment du film de ce soir. On l'a dit tout au long de la soirée, le festival est là non seulement pour mettre en évidence et montrer les violations et les injustices qui se passent partout dans le monde, mais on est là, je dirais presque surtout pour montrer les formes de résistance. Et on sait à quel point l'art et le cinéma peut être une forme de résistance, et c'est pour cela que ce film nous a paru tout de suite une évidence pour être le film qui puisse ouvrir cette 24e édition. C'est un film qui se passe vraiment aux portes de l'Europe, cette forteresse qu'on a érigée autour de cette région qui est la nôtre, et c'est le destin d'une jeune femme qui fait écho au destin de centaines de milliers d'autres personnes qui essayent chaque année, chaque jour de rentrer pour trouver un futur meilleur. Mais cette femme est aussi une artiste qui trouve la force de continuer à espérer et peut-être aussi d'imaginer un monde meilleur, un monde qu'elle aurait voulu vivre aussi grâce à la force et à la puissance de son art. Et ce film est le résultat de cette trajectoire
personnel et artistique de cette magnifique artiste qui est Soraya Aklagi, qui est avec nous ce soir et qui va être avec nous sur cette scène juste après le film avec son co-réalisateur Merdat Oskouei pour répondre à quelques questions et pour nous raconter justement cette trajectoire personnelle, artistique et humaine qui fait écho à la vie et au destin de plein de gens autour du monde et pas seulement autour de l'Europe. Donc je vous laisse découvrir ce magnifique film qu'on présente en première suisse ce soir, A Fox Under a Pink Moon, et je vous encourage à rester juste après la fin de la projection parce qu'on aura le plaisir d'avoir un court échange avec les deux co-réalisateurs et réalisatrices de ce film. Je vous souhaite une très bonne projection et on se retrouve tout à l'heure.